Je sais, comme moi, t'as probablement jamais aimé l'économie. T'as toujours été nul, dernier en cours, et t'as jamais compris en quoi les mathématiques pouvaient t'aider à gagner de l'argent. Mais t'as quand même toujours été intéressé par le trading. T'as voulu comprendre ce que c'était, comment t'allais pouvoir te servir des marchés pour générer un peu de cash, et jusqu'ici, toutes les formations que tu regardes te paraissent complètement brouillon et beaucoup trop compliquées pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo, alors c'est pas un hasard. Elle est complètement faite pour toi, et elle va te permettre de comprendre ce que sont l'offre et la demande sur les marchés, tout ça en l'espace d'une quinzaine de minutes. Ça va être expliqué d'une manière simple, rapide, transparente et à la fin, tu comprendras pourquoi un graphique monte ou pourquoi un graphique baisse. Mais avant ça, il faut que tu comprennes qui je suis, d'où est-ce que je suis parti, d'où est-ce que tu pars potentiellement et où est-ce que je suis en train d'arriver grâce au trading et grâce à des analyses et des concepts ultra simples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé tout en bas et après plus de 3 ans de travail acharné, j'ai réussi à générer plus de 500 000 $ sur les marchés financiers à seulement 21 ans. Ça, c'est une photo de moi en octobre 2023. J'étais dans mon appart étudiant de 21 mètres carrés, on était 2 dedans en colocation et j'étais encore en train d'étudier. Mais j'avais une seule chose en tête, étudier les marchés, étudier les graphiques pour pouvoir un jour en vivre et pouvoir faire le tour du monde juste avec une connexion internet et un téléphone. J'étais étudiant, fauché, mais j'ai quand même décidé de commencer. Et en 2025, seulement 2 ans plus tard, j'avais déjà généré plus de 300 000 € sur les marchés financiers. J'étais complètement libre géographiquement, mais pas encore temporellement. Je passais plusieurs heures par jour sur les graphiques et j'avais déjà réalisé ma première journée à plus de 2700 $. Tout ça, je l'avais fait en partant presque de zéro et non pas parce que je suis un génie de la finance, mais simplement parce que les systèmes que les grosses institutions te montrent comme complexes sont en réalité beaucoup plus simples que tu ne le penses. Et depuis le début de l'année 2026, j'ai déjà retiré plus de 200 000 € sur les marchés financiers. J'ai généré plus de 40 000 € de profit sur le dernier mois. Je suis expatrié, j'ai un magnifique bureau au bord de mer et surtout, je vais pouvoir bientôt me payer une magnifique voiture. Et toute cette connaissance-là, je l'ai pas gardée que pour moi. J'ai déjà une communauté de plus de 10 000 personnes et sur les 2 dernières années, ils ont retiré 379 000 € parmi les 600 membres que j'accompagne de près. Sur les 10 000 personnes, il y en a plein qui viennent juste pour se former et il y en a très peu qui passent à l'action. Si jamais tu es la personne qui passe à l'action, alors il faut absolument que tu m'écoutes 10 petites minutes et que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est comme ça que tu auras les clés et c'est comme ça que tu vas réussir sur les marchés financiers. Pour pouvoir commencer le trading, tu n'as pas besoin d'être fort en maths. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir étudié l'économie au préalable. Tu n'as pas besoin de venir d'une famille riche et tu n'as pas non plus besoin de posséder des dizaines de milliers d'euros de capitaux. Le trading, ça commence d'abord par la compréhension de mécaniques très simples qui vont t'amener à des résultats incroyables. À la fin de cette vidéo, tu sauras expliquer pourquoi le prix monte, pourquoi le prix baisse, tu sauras lire les 2 axes d'un graphique et surtout, tu sauras relier un graphique à une situation réelle de la vie. Ce que je t'amène ici, c'est pas un cours bête et méchant, c'est réellement une explication pour que tu comprennes le fonctionnement des marchés. J'ai jamais été bon pour faire du copier-coller ou faire du par cœur. Par contre, j'étais bon pour la compréhension en cours et c'est ce qui m'a valu devenir trader. Et si jamais tu m'accordes 10 minutes de ton temps, je vais te transmettre les bases qui m'ont permis de comprendre les marchés sans partir d'un cours compliqué. Et si jamais tu es encore là, c'est probablement parce que tu veux comprendre les bases sans te perdre dans des termes compliqués. Donc on va reprendre depuis le début. Imaginons que tu arrives dans une petite ville. Dans cette ville-là, il y a une seule boulangerie. Il y a plein de familles qui veulent un nombre limité de baguettes. Cette boulangerie, c'est la seule de la ville et tous les habitants viennent acheter leur pain au même endroit. Ce matin, le marché, il est équilibré. Il y a 100 familles qui sont intéressées pour chacune acheter une seule baguette et il y a 100 baguettes disponibles. Le prix de la baguette, il est fixé à 1 €. On peut le dire, il y a autant de baguettes que de familles. Personne ne se bat pour acheter, la boulangerie écoule son stock, le prix reste stable, tout va bien. Mais à midi, il y a un changement intéressant. Le nombre de baguettes disponibles, il reste le même et le nombre de familles intéressées pour pouvoir aller acheter des baguettes, il double. On passe de 100 familles à 200 familles. Ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. La file d'attente dans la boulangerie, elle est en train de s'allonger. Il y a de plus en plus de personnes qui rentrent, mais il n'y a pas beaucoup plus de baguettes. On peut donc le dire ici, la demande pour aller acheter du pain, la demande pour des baguettes, elle est en train d'augmenter. Pas besoin de regarder un graphique pour le comprendre, on peut juste regarder le nombre de personnes qu'il y a dans la boulangerie, c'est très simple et très explicite. On peut le dire, plusieurs familles veulent les mêmes baguettes. Il y en a certaines qui sont prêtes à accepter de payer davantage pour être servies parce qu'elles veulent vraiment leur baguette de pain. Maintenant que tu as compris ça, on va intégrer un autre principe. Plusieurs familles veulent les mêmes baguettes. Il y en a certaines qui sont même prêtes à accepter de payer davantage pour être servies et pour avoir une, voire même plusieurs baguettes. Une famille peut en effet acheter plusieurs baguettes. 100 familles ne signifie donc pas forcément 100 baguettes demandées. On est toujours sur la demande. Des familles qui demandent du pain à une boulangerie, ça s'appelle de la demande. Chaque achat que tu vas trouver dans la boulangerie, ça s'appelle un échange ou bien en anglais un trade. Trading, ça vient du mot échange ou bien échanger.
Ce qui se passe dans cette boulangerie, c'est du trading. C'est l'échange de baguettes contre une monnaie. Et d'ailleurs que cet échange-là, il ait été contre une monnaie ou il ait été contre quelque chose d'autre, imaginons que je te donne 1 kg de sucre contre 2 baguettes, c'est aussi un échange et c'est aussi du trading. Maintenant, le prix passe de 1 euro à 1,20 € pour la baguette. Les acheteurs les plus pressés, ils vont accepter le nouveau prix parce qu'ils veulent absolument acheter une baguette. Et c'est à ce moment-là que la demande de baguettes, le nombre de personnes qui veulent acheter du pain, va dépasser l'offre. Donc le nombre de baguettes en circulation. Ça, c'est l'offre. Quand on entend des pubs à la radio ou bien à la télé et qu'on entend Carrefour faire des pubs pour 2 baguettes achetées, une offerte, l'offre se finit bientôt, ça c'est l'offre. L'offre c'est la baguette. L'offre c'est le service ou bien le bien qui va être mis en position sur le marché et qu'on va donc pouvoir acheter. Donc les acheteurs se font concurrence parce que la demande dépasse l'offre. Il y a plus de demande pour du pain que ce qu'il y a réellement de baguettes disponibles et donc le prix monte parce que les gens vont se battre. Mais le lendemain, la situation, elle, s'inverse. La boulangerie, elle a produit davantage de baguettes simplement parce qu'elle a eu davantage d'acheteurs le jour précédent. Mais à ce moment-là, il n'y a plus que 50 familles intéressées pour 200 baguettes disponibles. Une partie de la production risque donc d'être invendue. Il y a des baguettes qui restent dans le rayon et la boulangerie, elle doit convaincre davantage de familles d'acheter du pain. Il y a beaucoup de stocks, mais aucun client. L'offre est disponible, mais la demande ne suit pas. C'est à ce moment-là qu'on inverse la situation. L'offre, elle est au-dessus de la demande. Tu le vois juste là et juste là. Il y a beaucoup de baguettes dans la boulangerie, mais il n'y a absolument aucun client. Donc, on peut le dire, l'offre a dépassé la demande. Il y a plus de baguettes en circulation que de familles qui veulent acheter ces baguettes-là. Et à ce moment-là, le prix de la baguette passe de 1,20 € pour repasser à 1 €. Une baisse de prix aide à écouler le stock. On peut donc vraiment l'affirmer à ce moment-là, l'offre a dépassé la demande. Les vendeurs se font concurrencer et donc le prix baisse. Maintenant, on arrive au troisième cas de figure. On a le même stock, mais on a moins de familles. On a 100 baguettes disponibles et on a 50 familles intéressées. L'offre ne change pas, c'est la demande qui recule. Et à ce moment-là, on a la même situation que celle qui était présente précédemment. Le prix peut baisser sans produire plus. Il suffit que moins de personnes souhaitent acheter. Ce que je veux dire par là, c'est dans cette situation-là, on a 100 baguettes disponibles, donc le même nombre de baguettes qu'on avait initialement. Mais on a 2 fois moins de familles intéressées pour pouvoir aller acheter du pain. Donc, on a une demande qui est moins forte que l'offre. Même si l'offre n'a pas bougé, les deux peuvent changer. Et dans la situation où on aurait du coup une demande plus forte, donc 100 familles intéressées, mais qu'on a le double des baguettes à disposition, l'offre augmente alors que la demande ne bouge pas. On a beaucoup plus de baguettes à offrir, mais on a une demande qui ne bouge pas, elle reste au taux initial à 100, mais à ce moment-là, on a tout de même plus d'offres que de demandes. Donc, le prix des baguettes est plus susceptible de baisser pour pouvoir écouler le stock. En clair, on a plus de stock pour le même nombre d'acheteurs. Le prix a tendance à diminuer. Dans ce quatrième cas de figure, on a moins de baguettes, mais on a le même nombre de familles. Donc il n'y a que 50 baguettes disponibles, mais on a quand même 100 familles qui sont intéressées. On est sur une pénurie. Et cette pénurie-là, elle suffit à créer de la concurrence entre les acheteurs et donc à faire rehausser la valeur de cette baguette-là. Moins de stock pour la même demande, le prix a tendance à augmenter vu que la valeur de cette baguette-là, elle a tendance à augmenter elle aussi. Il y a aussi un autre élément qui peut influencer sur le prix de la baguette, ça peut être la qualité. La qualité, elle peut aussi changer la demande. Une meilleure baguette, elle va attirer davantage de familles, même si le stock, il reste identique. Meilleure recette, plus de familles. On a 100 baguettes disponibles et on a 150 familles intéressées. La demande augmente parce que le produit plaît davantage. Et à l'inverse, une qualité plus faible peut faire baisser la demande. À prix égal, certaines familles, elles vont choisir une autre boulangerie. Mais si jamais le prix baisse, donc un prix plus bas, on peut avoir des acheteurs qui reviennent dans cette même boulangerie-là. La qualité, le prix et les préférences, elles agissent ensemble. Et il y a aussi des événements qui peuvent faire exploser le prix de la demande. Imaginons un jour de marché, la fête du village ou une arrivée de touristes. Ces événements-là, qui semblent complètement anodins, ce sont en réalité des événements économiques ou bien des news économiques, des nouvelles économiques. Au même titre que quand Donald Trump va prendre la parole aux États-Unis, quand le maire va prendre la parole dans son petit village et va annoncer un événement, un jour de fête, il y aura beaucoup plus d'achats de baguettes. Donc on va avoir une demande qui va être supérieure et potentiellement un prix de baguette qui va augmenter. Par exemple, sur un samedi de fête, s'il y a 100 baguettes disponibles, il y aura potentiellement 250 familles intéressées. Le stock habituel ne suffit plus vu que la demande vient de dépasser l'offre. Et le prix de la baguette, il va aussi dépendre de ses coûts. Le blé, l'énergie, les transports, les salaires influencent ce que la boulangerie peut proposer. Si le prix du blé augmente,
produire chaque baguette, ça va devenir beaucoup plus coûteux. La boulangerie peut réduire sa production ou relever son prix face à ça. Il y a aussi un effet boule de neige qui peut apparaître. En effet, un blé plus cher peut conduire à une production plus chère, et donc à des baguettes plus chères, et donc une demande qui s'adapte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, c'est une enchère permanente. Ça, c'est l'auction market theory, qui est tout simplement la théorie selon laquelle les marchés fonctionnent comme une enchère. Les acheteurs et les vendeurs cherchent continuellement un prix acceptable et c'est ça qui fait réellement bouger le prix ou la valeur d'un actif. On va maintenant passer sur une représentation super simple sur graphique. On va représenter la même histoire avec deux axes. On a l'axe vertical qui montre le prix d'une baguette. On voit que le prix est graduellement en train de monter, 1 euro, 1,20 €, 1,50 €, qui redescend légèrement à 1,40 €, 1,80 €, 2, 1,90 € et 2,20 €. Maintenant, on a l'axe horizontal qui va montrer le temps. Donc c'est l'évolution du prix d'une baguette dans le temps, du matin vers le midi, vers le soir. Aucun boulanger ne produit de baguettes à midi ou à 13 h ou à 14 h. Toutes les productions se font le matin. Donc le matin, il y a beaucoup plus de baguettes, donc beaucoup plus d'offres. C'est pour ça que le prix est plus raisonnable. Chaque point que tu peux observer sur ce graphique-là, ça correspond à un prix défini par le boulanger, ou plutôt par le marché. Chaque point, c'est un changement de prix. La demande augmente, le prix progresse, la demande ralentit, le prix peut corriger. Mais un prix, ça monte jamais en ligne droite. Il y aura toujours des respirations, il y aura toujours des retracements. À gauche, on a du coup les temps passés et à droite, on se rapproche du temps présent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de mise à jour du prix après ça. En clair, cette ligne, elle vient résumer l'évolution du prix. Elle ne montre pas tout ce qui s'est passé pendant chaque période, elle montre simplement une évolution claire. Maintenant, on passe aux bougies. Les bougies, elles viennent ajouter les détails qu'il manque à une ligne de prix simple, bien qu'il y ait des personnes qui tradent uniquement avec des lignes de prix. Chaque bougie, elle représente une durée précise. On a un graphique qui évolue selon des unités de temps. C'est-à-dire qu'une bougie, la première bougie blanche que tu vois sur le graphique, elle peut représenter le prix du pain sur une journée. Imaginons que la première bougie ce soit lundi, l'autre bougie noire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et encore lundi. Dans ce cas-là, on n'observe plus toutes les variations, mais on va venir observer chaque changement de prix à des temps donnés. Quand la bougie est blanche, c'est que le prix a terminé plus haut que ce qu'il a été annoncé en début de journée, et quand la bougie est noire, c'est que le prix a terminé plus bas que ce qu'il avait commencé en début de journée. Comme tu le vois ici, les bougies, elles restent proches comme sur un vrai graphique. La clôture précédente, elle va servir de point de départ à la suivante. Le prix de fin d'une journée, si le prix de fin de mercredi, il est à 1,19 € la baguette, le prix d'ouverture de jeudi matin sera à 1,19 €. Et à la fin de la journée, on verra comment l'enchère s'est terminée et comment est-ce que le prix a évolué. Dans les hausses, évidemment, il y a également des petites baisses, des petits retracements du prix, des petites respirations, ça arrive toujours. Ce sont des alternances qui sont réalistes sur les graphiques. Mais ce même principe, il s'applique à absolument tous les actifs. Ce qui change, ce sont les raisons qui modifient l'offre et la demande. Si on prend un exemple très simplifié sur le pétrole, on a sur l'axe de gauche le prix du pétrole et sur l'axe du bas un axe temporel. Donc on a le passé à gauche et le présent tout à droite. Le prix du pétrole va forcément monter, redescendre, remonter, redescendre. Il ne sera pas linéaire et tout droit. C'est pour ça que sur les temps de crise ou les temps de guerre, on a de l'essence qui augmente. On a le prix de l'essence qui augmente parce que le prix du pétrole varie et il influence directement le prix de l'essence. Donc si des producteurs réduisent leur livraison ou s'ils n'ont plus possibilité de livrer, comme ça se passe actuellement avec l'Iran, on a moins de pétrole qui arrive sur le marché alors que la demande, elle peut rester identique. Il y a toujours le même nombre de voitures en circulation, toujours le même nombre de personnes qui ont besoin d'aller travailler et toujours le même nombre d'entreprises qui tournent. Et si jamais l'offre diminue, dans ce cas-là, le prix peut monter. Par contre, si jamais l'activité économique ralentit, les entreprises, les transports consomment moins de pétrole. On a moins d'essence qui est nécessitée, on a moins de fuel, on a moins d'énergie qui est nécessitée pour faire tourner une économie qui est ralentie. Donc, dans ce cas-là, la demande diminue et le prix peut baisser. Si on prend un exemple sur l'or, ça donne exactement la même chose. On va avoir le prix de l'or à gauche et on va avoir la courbe temporelle qui va être en bas. Mais l'or, il ne réagit pas exactement comme le pétrole. C'est pour ça que je l'ai pris en second exemple et non pas en premier. On a des taux d'intérêt, on a sa contradiction avec le dollar, on a la recherche de sécurité, des achats des banques centrales et tout ça, ça peut modifier clairement la demande. Maintenant, on va faire un exemple sur une devise. Imaginons que ce soit la devise de l'euro, bien l'euro contre le dollar. Dans ce cas-là, c'est très différent. Sur une devise, il y a deux monnaies qui sont comparées. La demande pour l'une augmente toujours par rapport à l'autre. Si jamais on a plus d'activité économique aux États-Unis, dans les commerces qui sont américains, dans ce cas-là, le dollar va monter en termes de valeur. Et si jamais on a moins d'activité en Europe, dans ce cas-là, on a un euro qui va baisser.
Bravo, tu viens d'arriver à la fin de la vidéo et tu sais maintenant pourquoi est-ce qu'un prix bouge. Plus de demandes que d'offres égale le prix monte, plus d'offres que de demandes égale le prix baisse. Dans la partie 2 et donc dans la prochaine vidéo, on va appliquer tous les mécanismes qu'on vient de voir ensemble maintenant au pétrole et à une annonce de l'OPEP. Comment est-ce qu'une annonce va pouvoir influencer des flux attendus et ensuite inculquer une réaction au graphique. Bravo, je te félicite. Tu viens de faire le plus dur. Tu viens de mettre le premier pied dans le trading et tu viens de te former sur les concepts bases. Je pense que tu as très clairement compris pourquoi est-ce que des prix pouvaient augmenter ou baisser. Je pense que tu as également compris à quoi servaient les bougies, qu'est-ce qu'elles représentaient vraiment. Et si jamais tu veux continuer à te former davantage et surtout comprendre comment les connaissances que tu viens d'absorber vont être applicables sur des graphiques et vont pouvoir te permettre de faire de l'argent, il faut absolument que tu regardes les prochaines vidéos. Et si jamais tu ne veux pas rater mes analyses en direct et que tu veux te former avec moi personnellement sur l'or, tout ça 100% gratuitement, tu peux aussi cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre le groupe Insider. Groupe dans lequel je partage absolument tout à plus de 10 000 personnes et écosystème dans lequel j'accompagne déjà plus de 600 personnes en privé pour pouvoir leur faire gagner des dizaines de milliers de dollars. N'hésite pas à commenter si jamais tu as des questions, je prendrai le temps d'y répondre. C'était Insider, on se retrouve sur la prochaine vidéo, abonne-toi.